Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bienvenue dans ce premier épisode de Zendo sans mur. Cet épisode est un peu particulier, car il n'y a ni rencontre, ni enseignement, c'est simplement la présentation de ce podcast. Alors, quelques mots sur le nom du podcast. Dans la tradition zen, un zendo, c'est une salle de méditation. C'est un lieu où les pratiquants se réunissent pour pratiquer zazen, écouter des enseignements et évidemment partager la pratique. Mais la pratique du zen ne se limite pas juste à un lieu. Elle se poursuit dans la vie quotidienne, dans la manière de marcher, de travailler, d'interagir avec les autres. L'idée de ce podcast est née de cette image, celle d'un zendo sans mur, c'est-à-dire un espace ouvert où les paroles autour de la pratique peuvent circuler librement. Un zendo sans mur, c'est un zendo sans limite. Alors le mur, c'est symbolique dans la pratique du zen, parce que lorsqu'on pratique zazen c'est la pratique de méditation assise, en général, on est face à un mur. Et donc là, l'idée d'être dans un zendo sans mur, c'est l'idée d'ouvrir les champs du possible. On va créer un espace qui sera sans limite, sans contrainte. C'est pourquoi je trouve que le mot zendo sans mur correspond bien à une idée d'exploration dans cet espace un peu particulier qu'aujourd'hui nous offre le monde numérique. Quelques mots sur le zen. C'est un mot qu'on utilise souvent dans le langage courant. On parle d'une ambiance zen, d'un intérieur zen, d'une attitude zen, pour évoquer quelque chose qui est calme, qui est simple ou minimaliste, ou qui est détendu. Ce sont des associations d'idées qui sont rentrées dans notre langage courant, mais qui ne sont pas complètement étrangères à l'histoire du zen. Au Japon notamment, le zen a profondément influencé des arts et des formes esthétiques. Bien sûr, la calligraphie, les jardins des temples zen, qui sont vraiment des exemples d'organisation spatiale minimaliste, la cérémonie du thé, et même certaines formes de poésie qui ont été influencées par le zen. Mais à l'origine, c'est d'abord une voie bouddhique, c'est-à-dire une pratique spirituelle qui s'inscrit dans la tradition du bouddhisme. Alors quelques mots rapides peut-être sur ce qu'est le bouddhisme. Aujourd'hui, en Occident, on commence quand même à avoir une bonne compréhension du bouddhisme. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a diverses traditions, il y a divers courants dans le bouddhisme, et chacun de ces courants, chacune de ces traditions, a collecté, si j'ose dire, dans un contexte social et culturel d'une époque, un certain nombre de principes qui ont permis, entre guillemets, aux préceptes du Bouddha d'acquérir une certaine forme d'expression. Et ces diverses formes d'expression entraînent un certain nombre parfois de concepts corrélatifs et de pratiques qui sont très diverses, qui peuvent donner l'illusion que le bouddhisme, finalement, c'est quelque chose d'un peu bigarré, dans lequel il n'y a pas vraiment de logique cohérente. Et ça, c'est vraiment notre point de vue occidental qui va aller se mettre dessus, parce que en Occident, on aime beaucoup catégoriser, étiqueter les choses, classifier les concepts. C'est notre manière de penser le monde. Ça n'est ni bien ni mal d'ailleurs, c'est juste notre manière de faire, mais on peut être dérouté de ce fait face à la diversité des courants du bouddhisme. Au sein du bouddhisme, il y a malgré tout quelque chose qui revient constamment, qui sont vraiment le fil conducteur, si j'ose dire. Ce sont, à mon sens, les 3 trésors, ou les 3 joyaux, ça dépend comment on traduit cette expression. Et ces 3 trésors, ou ces 3 joyaux, sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le Bouddha, c'est un personnage humain qui a réalisé l'éveil. Et donc, quand on parle du Bouddha, on parle aussi du chemin qu'il a suivi comme exemple. Le Dharma, ce sont les préceptes qui ont été transmis par le Bouddha pour réaliser l'éveil. Et la Sangha, c'est l'ensemble des pratiquants, qu'ils soient enseignants, moines ou simplement pratiquants engagés dans une Sangha. Et donc, de manière plus précise, le zen, c'est une branche du bouddhisme. C'est une branche du bouddhisme qui est née en Chine, on appelait ça à l'origine le Chan, et qui a été transmis au Japon,
et c'est au Japon, le nom qui a été donné, c'est Zen. Mais Chan et Zen sont deux mots qui identifient les mêmes types de courants du bouddhisme. Eh bien, ce podcast va être le lieu où on va explorer le zen, bien sûr, mais aussi les trois joyaux, peut-être parfois d'une manière un petit peu plus large, pour prendre du recul sur la manière dont le zen envisage le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Alors pour comprendre tout ça et ces différentes approches, je vais inviter des pratiquants à venir témoigner de ce qu'ils vivent et de pourquoi ils se sont intéressés au bouddhisme et en particulier au zen. Il y aura des podcasts d'enseignement qui viendront expliquer un certain nombre de concepts fondamentaux, des lectures de textes, des histoires du zen et bien sûr des koans, qui sont ces petites phrases du zen où le maître parle avec son disciple et souvent lui pose des questions qui semblent défier toute logique, toute cohérence et qui ne semblent pas appeler de réponse et qui provoquent de manière immédiate parfois l'éveil du disciple. Pourquoi avoir ces différentes approches ? Eh bien, c'est parce que le bouddhisme nous enseigne qu'il n'y a pas de vérité absolue. En tout cas, on ne doit pas prendre les préceptes du Bouddha comme étant des vérités absolues. Le Bouddha le dit lui-même dans certains de ses enseignements. Il nous demande de les réfléchir, de les intégrer, de comprendre comment ils peuvent s'appliquer dans notre quotidien, et puis de rejeter, entre guillemets, ce qui ne nous convient pas ou ce qui ne nous semble pas juste. Le bouddhisme, c'est une voie qui a un certain nombre de principes. Ils sont assez souples, mais en tout cas, l'idée, c'est bien de se dire que dans le bouddhisme, il n'y a pas une autorité morale qui décide que les choses sont comme ci ou comme ça, mais il y a une forme de flexibilité ou de souplesse intellectuelle et d'adaptation à la vie pratique qui sont de mise. Ce podcast va être la continuation finalement de cet état d'esprit, puisque en rencontrant divers pratiquants, en montrant peut-être des enseignements qui pourront paraître contradictoires avec d'autres enseignements, eh bien on va essayer de montrer toute cette diversité qui est possible et qui fait que le bouddhisme est un état d'être, de penser, une manière de vivre qui est extrêmement diverse et qui correspond finalement à beaucoup de possibilités. Un petit mot sur moi. Alors d'abord, j'ai commencé à méditer il y a 35 ans. J'ai beaucoup pratiqué seul, j'ai cherché à rencontrer des communautés, j'ai parfois participé à certaines communautés. Il faut savoir que mes premiers contacts avec le zen correspondent à la lecture de livres de Taizen Deshimaru, qui est un moine zen qui est venu du Japon apporter le zen en France et l'a diffusé également en Europe. Et je ne sais pas pourquoi, alors qu'à l'arrière de ces livres, il était indiqué qu'il avait créé un temple, la Gendronnière, etc. Je n'ai jamais fait le lien avec le fait que le zen pouvait être une pratique que je pouvais mettre en œuvre en France. Et donc, pendant des années, je suis resté un pratiquant solitaire, mettant en œuvre ma compréhension du zen, à travers notamment aussi le taoïsme, puisque c'est une forme qui rejoint le zen sous beaucoup d'aspects, et une pratique donc de méditation seule. Je suis allé en Chine pendant plusieurs années. Quand j'étais en Chine, j'ai cherché à rencontrer des pratiquants du Chan. Pendant les 11 années où je me suis rendu en Chine, je n'ai pas eu la possibilité de trouver un temple Chan. Il y a 2 ans, j'ai par hasard trouvé le dojo zen de Lille. Depuis, je pratique très régulièrement. Je me suis engagé pleinement dans la voie de la tradition zen en étant ordonné bodhisattva. Alors bodhisattva, ça signifie qu'on se reconnaît dans les 3 trésors que sont le Bouddha, le Dharma, donc les enseignements du Bouddha, et la Sangha. Et donc on est pleinement et officiellement, si j'ose dire, accepté dans la communauté des pratiquants.
Après avoir échangé avec plusieurs pratiquants, je me suis aperçu que mon parcours de cherchant solitaire était commun à beaucoup d'autres pratiquants. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce podcast en me disant, aujourd'hui, la voie numérique, c'est une voie de rencontre, de sociabilité aussi, d'une certaine manière. Et c'est un bon moyen, finalement, de permettre à des personnes qui sont des pratiquantes solitaires, soit parce qu'elles ne savent pas que près de chez elles, il y a un lieu de pratique, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce qu'elles estiment que le fait d'être dans leur propre chemin, ça ne nécessite pas de se rapprocher d'un lieu de pratique. Pour permettre à l'ensemble de ces personnes et aux personnes qui pratiquent régulièrement, d'avoir un point de convergence, avoir la possibilité d'accéder aussi à des enseignements, à des rencontres, parce que finalement, écouter un podcast d'une personne qui parle de son expérience personnelle, c'est un peu une rencontre qu'on fait avec cette personne. J'espère que de ce fait, grâce à ce podcast, que nous aurons une espèce de sangha élargie, une communauté virtuelle qui pourrait naître autour de cette pratique du zen. J'ai vraiment la sensation qu'il est important que les auditeurs, vous puissiez participer pleinement à la création de ce podcast. Et c'est pourquoi je vais vous inciter à me poser des questions, à me donner des thèmes également que vous avez envie d'entendre dans ce podcast, peut-être des histoires zen, on s'entend, qui vous parlent et que vous ne comprenez pas. Et ensemble, on essaiera de trouver un chemin pour pouvoir répondre à vos demandes. Et donc, il y aura des podcasts dont l'objet sera simplement les questions et les réponses à apporter. Et les questions, ce seront vos questions. Pour pouvoir me contacter, j'ai créé une adresse mail qui s'appelle zendosansmur@gmail.com. Zendo sans mur, c'est tout attaché. Il y a une page Facebook qui s'appelle Zendo sans mur et un compte Instagram qui lui aussi s'appelle Zendo sans mur. Alors bien sûr, vous pouvez vous abonner à ce podcast, vous pouvez suivre la page Facebook ou le compte Instagram où je posterai régulièrement des textes en complément de ces podcasts. Et dans les prochains épisodes, vous entendrez des entretiens avec des pratiquants, des enseignements, des lectures de textes, des histoires du zen, des koans qui seront transmis dans l'esprit de cette tradition. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Zendo sans mur et je vous dis à bientôt.